Les roues grinçantes du caddie résonnaient sur le béton du pont Raymond-Barre. Le vent froid de décembre, chargé de l'humidité de la Saône et du Rhône qui se rejoignaient juste là, sous mes yeux, me glaçait le visage. Dans mon dos, le musée des Confluences ressemblait à un vaisseau spatial de cristal, indifférente à la petite silhouette que j'étais, poussant ma vie entière dans un chariot de supermarché. Dans la poche de mon manteau, mon téléphone vibrait sans arrêt. Je n'avais pas besoin de regarder. Je savais que c'était lui. Arthur. L'écran s'était allumé assez de fois pour que je voie le décompte macabre, 44 appels manqués. 44 fois. Un chiffre absurde. Un chiffre qui criait la panique. Le désespoir. Quelques mois plus tôt, ce chiffre m'aurait terrifié. J'aurais imaginé le pire. Un accident? Une catastrophe. J'aurais répondu à la première sonnerie. Le cœur battant. La voix tremblante. Ce soir-là, je n'ai rien ressenti. Ou plutôt, si. Je ressentais une sorte de calme glacial. Une clarté terrible. Chaque vibration était comme un écho lointain de la vie d'une autre femme. Une femme qui croyait en l'amour éternel. Au sacrifice. Pour le meilleur et pour le pire. Cette femme était morte. Je venais de quitter sa maison. Ses souvenirs. Son mari. Je me suis arrêtée au milieu du pont, regardant les lumières de Lyon scintiller sur l'eau sombre. 44 appels. Était-ce le nombre de fois où il avait menti? Le nombre de baisers volés à une autre? Ou simplement le nombre de secondes qu'il avait fallu pour que sa nouvelle vie parfaite s'effondre après avoir lu ma lettre? Je ne le saurais jamais. Et pour la première fois depuis très longtemps, ça m'était égal. J'ai continué à marcher. Le bruit des roues du caddie couvrant les vibrations insistantes dans ma poche. Je marchais vers l'inconnu. Et c'était moins effrayant que de rester une minute de plus dans le mensonge que j'appelais ma vie. Tout avait commencé un mardi de mars. Un mardi ordinaire, avec le ciel gris et bas de la fin de l'hiver lyonnais. Notre appartement, perché au sommet d'un immeuble moderne du quartier Confluence, était une bulle de verre et de lumière. De notre salon, on pouvait voir la Saône couler paresseusement. Et j'aimais passer des heures à regarder les péniches glisser sur l'eau. C'était notre sanctuaire. Le symbole de nos 20 années de mariage. De la réussite d'Arthur. Arthur. À 47 ans, il était encore un bel homme. Grand. Les cheveux poivre et sel toujours parfaitement coiffés. Le regard bleu perçant. Il avait bâti son cabinet d'expertise comptable à partir de rien. J'étais fière de lui. J'avais mis de côté mes propres ambitions. Mes études aux Beaux-Arts. Pour le soutenir. Je m'occupais de tout pour qu'il puisse se concentrer sur sa carrière. Notre vie était réglée comme du papier à musique. Le matin, je me levais avant lui pour préparer son café serré. Exactement comme il l'aimait. J'organisais nos dîners. Nos week-ends. Nos vacances. Ma vie tournait autour de la sienne. Et cela me convenait. Je l'aimais. C'était aussi simple que ça. Depuis quelques semaines. Pourtant, une ombre planait. Arthur était fatigué. Une fatigue profonde. Anormale. Qui ne disparaissait pas avec le repos. Il avait perdu l'appétit. Et son teint était devenu cireux. Au début, nous avons mis ça sur le compte du stress. Son cabinet était en pleine expansion. Mais la fatigue s'est installée. Tenace. Visible. Ce mardi de mars, nous avions rendez-vous avec le docteur Fournier, un néphrologue réputé. Nous étions assis dans son bureau sobre, au mur couvert de diplômes. Le silence était lourd.
Le docteur Fournier a posé son stylo, a joint ses mains sur son bureau et nous a regardés par-dessus ses lunettes. Monsieur Dubois, les résultats de vos analyses sont sans équivoque. Vous souffrez d'une insuffisance rénale terminale. Le monde s'est arrêté de tourner. Les mots flottaient dans l'air. Froid. Clinique. Absurde. Insuffisance. Rénale. Terminale. J'ai regardé Arthur. Il était livide. La bouche entr'ouverte. Comme s'il venait de recevoir un coup en pleine poitrine. J'ai tendu la main et j'ai serré la sienne. Sa peau était glacée. Qu'est-ce que ça veut dire? Exactement? Ai-je demandé? Ma propre voix me semblant venir de très loin. Cela veut dire que vos reins ne fonctionnent presque plus? A expliqué le docteur. Avec une patience infinie. Sans traitement? Votre espérance de vie est de quelques mois. Quelques mois. Le mot a explosé dans ma tête. J'ai senti mes poumons se vider. Arthur. Mon Arthur. L'homme fort. L'homme invincible. N'avait plus que quelques mois à vivre. Quelles sont les options? A réussi à articuler Arthur. Sa voix a un simple murmure. Il y a la dialyse. Bien sûr. C'est une solution contraignante qui affectera grandement votre qualité de vie. Mais la meilleure option? La seule qui puisse vous offrir une vie normale. C'est une greffe de rein. Une greffe. Un espoir. J'ai resserré ma prise sur la main d'Arthur. Mais, a continué le docteur. Et ce « mais » était lourd de sens. La liste d'attente est longue. Plusieurs années? Parfois. Votre meilleure chance serait un donneur vivant compatible. Quelqu'un de votre famille. Le regard d'Arthur s'est tourné vers moi. Dans ses yeux bleus, j'ai vu une peur que je n'avais jamais vue auparavant. Une peur nue. Enfantine. Il n'a rien dit. Il n'en a pas eu besoin. À cet instant précis, dans le silence de ce bureau médical, une décision s'est imposée à moi. Ce n'était même pas une décision. C'était une évidence. Une certitude absolue. Je me suis tournée vers le docteur Fournier. Je veux faire les tests de compatibilité. Arthur a secoué la tête. Catherine. Non. Tu as 45 ans. C'est une opération lourde. Je veux les faire. Ai-je répété? Ma voix ferme ne laissant aucune place à la discussion. Quand puis-je commencer? Le soir même. J'ai appelé ma sœur. Hélène. Elle vivait dans le quartier plus bohème de la Croix-Rousse. Et elle avait toujours eu un regard plus cynique que moi sur la vie. Et surtout sur Arthur. Tu es folle. M'a-t-elle dit sans détour après que je lui ai tout raconté. Une greffe? Catherine. Tu te rends compte des risques? C'est mon mari. Hélène. Je l'aime. Je ne vais pas rester là à le regarder mourir. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. Puis, Hélène a soupiré. Et lui? Tu es sûr qu'il ferait la même chose pour toi? La question m'a surprise. Bien sûr qu'il le ferait. Ne sois pas ridicule. Je ne suis pas ridicule? A-t-elle rétorqué. Sa voix plus douce mais toujours ferme. Je suis réaliste. Arthur a toujours pensé à Arthur d'abord. Fais attention à toi. C'est tout ce que je te demande. J'ai raccroché. Agacée. Hélène n'avait jamais vraiment apprécié Arthur. Elle le trouvait trop égocentrique. Trop absorbé par son succès. Elle ne voyait pas l'homme que je voyais, l'homme qui me faisait rire. Qui me tenait la main au cinéma. Qui m'avait soutenu quand ma mère était décédée.
Elle ne comprenait pas la profondeur de notre lien. Les semaines qui ont suivi ont été un tourbillon d'examens médicaux. Prise de sang, scanner, consultation avec des psychologues, des anesthésistes. Mon corps a été mesuré, analysé, évalué sous toutes les coutures. J'ai répondu à des centaines de questions sur mon mode de vie, ma santé, mes antécédents familiaux. À travers tout cela, je n'ai jamais douté. Chaque examen réussi était une petite victoire. Un pas de plus vers la survie d'Arthur. Arthur, lui, semblait flotter dans une sorte de brouillard. Il était soulagé. Bien sûr. Mais aussi étrangement distant. Il me remerciait d'un ton presque formel. Comme si je lui rendais un service. Et non comme si je lui offrais une partie de moi. J'ai mis cela sur le compte de la peur. Du stress de la maladie. Comment un homme si habitué à tout contrôler pouvait-il accepter d'être si vulnérable? Si dépendant? Un matin, le téléphone a sonné. C'était le cabinet du docteur Fournier. Les résultats finaux étaient arrivés. Madame Dubois, a dit la voix de l'infirmière. Pouvez-vous venir avec votre mari cet après-midi? Le docteur souhaite vous voir. Mon cœur s'est emballé. C'était le moment de vérité. Nous étions de nouveau assis dans le même bureau. Le docteur Fournier avait un léger sourire aux lèvres. Les nouvelles sont excellentes, a-t-il annoncé. Madame Dubois, vous êtes parfaitement compatible. C'est assez rare, mais tous les marqueurs correspondent. Nous pouvons programmer l'opération. Un immense soulagement m'a envahi. Si puissant que les larmes me sont montées aux yeux. J'ai regardé Arthur. Il a souri. Enfin. Un vrai sourire qui a atteint ses yeux. Il s'est penché et a embrassé mon front. Tu me sauves la vie. Catherine. A-t-il murmuré. À cet instant, tous mes doutes, toutes les mises en garde d'Hélène, se sont évaporés. J'avais pris la bonne décision. Nous allions surmonter cette épreuve. Ensemble. Notre amour en sortirait plus fort. J'en étais certaine. Mais le docteur a ajouté une note de prudence. Je dois vous prévenir. Madame. Une néphrectomie. Le retrait d'un rein n'est pas une opération anodine. Surtout à votre âge. La récupération peut être longue et douloureuse. Et vous devrez vivre avec un seul rein pour le reste de votre vie. Ce qui implique une surveillance régulière. J'ai hoché la tête. Je comprends. Docteur. Quand pouvons-nous le faire? Plus vite ce serait fait. Plus vite Arthur serait hors de danger. Plus vite nous pourrions reprendre le cours de notre vie. Je ne savais pas encore que la vie que je m'apprêtais à sauver n'était déjà plus la mienne. L'opération fut programmée pour la fin du mois d'avril. Ces dernières semaines furent étranges. Suspendues dans le temps. La maladie d'Arthur était devenue le centre de notre univers. Il avait commencé la dialyse en attendant la greffe. Et ses longues sessions 3 fois par semaine le laissaient épuisé et irritable. Je passais mes journées à m'occuper de lui. À lui préparer des repas adaptés à son régime strict. À m'assurer qu'il était confortable. Il était devenu fragile. Dépendant. Et j'endossais mon rôle de soignante avec un dévouement total. Pourtant, la distance que j'avais perçue s'installait plus profondément. Nos conversations devenaient superficielles. Quand j'essayais de parler de l'avenir, de ce que nous ferions une fois tout cela derrière nous, il répondait par des phrases vagues, les yeux fixés sur l'écran de sa tablette. Il passait des heures à envoyer des messages, le dos tourné vers moi. C'est pour le travail? Disait-il. Je dois m'assurer que tout tourne sans moi. Je le croyais.
Comment aurais-je pu ne pas le croire? La veille de l'opération, nous étions allongés dans le lit. Dans le silence de notre chambre. La ville, à travers l'immense baille vitrée, scintillait de mille feux. Mais notre monde à nous s'était rétréci à cette chambre d'hôpital que nous allions bientôt partager. Je n'arrivais pas à dormir. J'étais nerveuse. Pas pour moi, mais pour lui. La peur que quelque chose se passe mal, que mon rein ne soit pas accepté par son corps, me serrait la gorge. Tu es sûr de vouloir faire ça? M'a-t-il demandé pour la énième fois. Sa voix basse dans l'obscurité. Je n'ai jamais été aussi sûre de quelque chose de toute ma vie. Ai-je répondu en caressant sa joue. Nous allons traverser ça. Ensemble. Il a attrapé ma main et l'a serrée. Merci. Catherine. Son ton était sincère. Mais il y avait une formalité qui me dérangeait. C'était le ton que l'on emploie pour remercier une infirmière? Pas la femme qui partage votre vie depuis 20 ans et qui s'apprête à vous donner une partie de son corps. J'ai de nouveau mis ça sur le compte de l'angoisse. Il était terrifié. C'était tout. Le lendemain matin, à l'aube, nous sommes arrivés à l'hôpital. L'odeur d'antiseptique, les couloirs blancs et silencieux, les visages graves des infirmières. Tout contribuait à l'atmosphère solennelle. On nous a conduits dans des chambres séparées. Avant qu'on ne m'emmène au bloc, Arthur est venu me voir. Il portait déjà la blouse d'hôpital, ce qui le rendait encore plus vulnérable. Il a pris ma main. Je ne sais pas comment je pourrais te revaloir ça. Cette phrase. Encore une fois. Revaloir. Comme si c'était une dette. Nous n'avions jamais parlé en termes de dette. Nous étions une équipe. J'allais lui dire. Mais l'infirmière est arrivée avec une seringue. L'anesthésiste m'a souri. On va vous donner quelque chose pour vous détendre? Madame Dubois. Les contours de la chambre sont devenus flous. Et la dernière chose que j'ai vue, c'est le visage d'Arthur. Un masque indéchiffrable. Je me suis réveillée 8 heures plus tard dans une douleur fulgurante. C'était comme si on m'avait arraché une partie de l'âme en même temps que mon rein. Une douleur sourde, profonde, qui irradiait depuis mon flanc et prenait possession de tout mon être. Une infirmière au visage doux m'a expliqué que l'opération s'était parfaitement déroulée. Le rein avait été transplanté avec succès et Arthur était déjà réveillé dans sa chambre. Il va bien? Ai-je réussi à murmurer? La gorge sèche. Il va très bien. Le rein a commencé à fonctionner immédiatement. C'est un excellent signe. Je me suis laissé sombrer dans le brouillard cotonneux des antidouleurs. Un sentiment de soulagement immense luttant contre la douleur physique. J'avais réussi. Je l'avais sauvé. Ma convalescence a été lente et difficile. J'ai passé les premiers jours cloué au lit. Relié à des tubes et des moniteurs. La cicatrice sur mon côté me brûlait. Chaque mouvement était une épreuve. Arthur, lui, semblait renaître. Dès le 2e jour, il était assis dans son fauteuil, le teint déjà moins gris. Un éclat nouveau dans les yeux. Quand j'ai pu le voir pour la première fois. Poussé dans un fauteuil roulant par une aide-soignante, il était en train de rire au téléphone. En me voyant, il a raccroché précipitamment. Catherine. Comment te sens-tu? M'a-t-il demandé. Son ton enjoué contrastant violemment avec mon état. Ça va. Ai-je menti? Et toi? Comme un homme neuf? A-t-il répondu avec un grand sourire. C'est un miracle. Ton rein. C'est incroyable. Merci beaucoup. Catherine. Encore cette formalité. Cette distance.
Pendant les 6 semaines suivantes, passées en grande partie à la maison, alité. J'étais complètement dépendante de lui. Il s'occupait de moi. C'est vrai. Il m'apportait mes repas, mes médicaments, avec une efficacité redoutable. Mais il n'y avait aucune tendresse. Aucun geste affectueux. Il me touchait comme on touche un objet fragile. Avec précaution, mais sans chaleur. Il ne me regardait plus comme sa femme, mais comme sa patiente. Tu es un peu trop dramatique avec la douleur? Non. M'a-t-il lancé un après-midi. Alors que je grimaçais en essayant de me lever. Le médecin a dit que c'était normal. Sa phrase m'a fait plus mal que ma cicatrice. Une fois que j'ai été capable de me déplacer seule, Arthur a repris sa vie comme si rien ne s'était passé. Il est retourné au travail, mais ses horaires étaient devenus impossibles. Le cabinet qui, avant sa maladie, fermait à 18 heures, le retenait maintenant jusqu'à 21, 22, parfois 23 heures. J'ai perdu presque 3 mois. Catherine se justifiait-il avec irritation quand je m'en plaignais. Je dois rattraper le temps perdu. Les clients n'attendent pas. Je savais que c'était faux. Arthur était l'associé principal. Il fixait ses propres horaires. Mais j'étais trop fatiguée pour argumenter. Je voulais juste retrouver notre normalité. Notre complicité. J'espérais que c'était une phase. Que le traumatisme de la maladie l'avait changé temporairement. Puis, les signes ont commencé à apparaître. Des petits détails. Des anomalies dans la routine bien huilée de notre vie commune. Un soir de juin, en préparant son costume pour le pressing, j'ai trouvé un reçu dans la poche de sa veste. Un restaurant gastronomique du Vieux-Lyon. La Mère Brasier. L'addition était de plus de 300 €. Pour 2 personnes. La date correspondait au mardi précédent. Le soir où il m'avait dit qu'il avait une réunion tardive et qu'il mangerait un sandwich au bureau. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. J'ai fouillé ses autres poches. J'ai trouvé un autre reçu. Celui d'un fleuriste. 60 € de roses rouges. Acheté le vendredi d'avant. Le jour où il était rentré les mains vides. Ce soir-là. Quand il est rentré à 22h30. Je l'attendais dans le salon. Je lui ai montré les reçus. Peux-tu m'expliquer ça? Ai-je demandé. La voix tremblante. Il a jeté un œil au papier et a soupiré. Comme si je l'agaçais avec des questions stupides. Catherine. J'ai emmené un client très important dîner. Les fleurs. C'était pour la nouvelle réceptionniste de son entreprise. C'était son anniversaire. C'est du business. Ses explications semblaient plausibles. Mais son ton. La façon dont il évitait mon regard. Me disait qu'il mentait. Quel client? Ai-je insisté. Roger Martin. Tu ne le connais pas. Il est nouveau. J'ai appelé Hélène. Je crois qu'Arthur me trompe. Tu as des preuves? M'a-t-elle demandé. Sans surprise dans la voix. Je lui ai parlé des reçus. De son changement d'attitude. Catherine. A-t-elle dit doucement. Tu sors d'une opération majeure. Tu es fatiguée. Vulnérable. Peut-être que tu imagines des choses. Peut-être qu'elle avait raison. Peut-être que j'étais paranoïaque. Après tout, j'avais maigri. J'avais cette cicatrice horrible sur le flanc. Je me sentais vieille et diminuée. Lui, au contraire, rayonnait de santé. Il avait rajeuni. Il allait à la salle de sport tous les matins. Il s'était mis à utiliser une nouvelle eau de Cologne. Plus jeune. Plus épicée.
Son téléphone était toujours retourné sur la table. En mode silencieux. Un matin de juillet, j'avais mon rendez-vous de suivi post-opératoire avec le docteur Fournier. Son cabinet était en centre-ville, à quelques rues du bureau d'Arthur. La consultation s'est bien passée. Mon rein restant fonctionnait parfaitement. En sortant, j'ai eu une idée. J'allais faire une surprise à Arthur. Je me suis dit que nous pourrions déjeuner ensemble. Comme avant. Spontanément. Pour briser la routine et cette distance qui s'était installée. J'ai marché jusqu'à l'immeuble où se trouvait son cabinet. Le cœur un peu plus léger. Un espoir fragile renaissant en moi. J'allais peut-être découvrir que je m'étais trompée. Que mes peurs étaient infondées. Je suis entrée dans le parking souterrain. J'ai vu sa voiture. Une grosse berline allemande noire et brillante. Elle n'était pas vide. À la place du conducteur, il y avait mon mari. Sur le siège passager, une jeune femme aux longs cheveux blonds. Je ne l'ai pas reconnue tout de suite. Mais quand Arthur s'est penché vers elle et l'a embrassée, pas un baiser chaste, mais un baiser passionné, profond. Un baiser qui parlait de désir et d'habitude. J'ai senti comme si le sol se dérobait sous mes pieds. Je me suis cachée derrière un pilier en béton. Le souffle coupé. Le cœur martelant ma poitrine si fort que j'avais peur qu'il l'entende. La femme riait. Arthur lui caressait la joue avec une tendresse infinie. Une tendresse qu'il ne me montrait plus depuis des mois. Ils se sont embrassés à nouveau. Et cette fois, j'ai vu son visage clairement. C'était Chloé. Sa secrétaire. Cette jeune femme de 28 ans qui avait été si prévenante pendant la maladie d'Arthur. Qui m'avait envoyé des fleurs à l'hôpital après mon opération. Qui me saluait toujours avec un grand sourire quand je passais au bureau. Le monde s'est mis à tourner. J'ai posé une main sur le pilier froid pour ne pas tomber. Tout prenait sens. Les horaires tardifs. Les restaurants chics. Les fleurs. La distance. L'eau de Cologne. Mon mari. L'homme dont j'avais sauvé la vie en lui donnant mon rein. Me trahissait avec une femme qui avait presque 20 ans de moins que moi. Je les ai regardés sortir de la voiture. Arthur a pris la main de Chloé. Et ils ont marché vers l'ascenseur. Enlacés. Comme un couple normal. Comme nous marchions. Lui et moi. Il y a très longtemps. J'ai attendu qu'il disparaisse pour regagner ma voiture. Chancelante. Une fois à l'intérieur, j'ai éclaté en sanglots. Des sanglots violents. Déchirants. Qui venaient du plus profond de mon être. Ce n'étaient pas seulement des larmes de tristesse. C'était une rage sourde. Une humiliation brûlante. J'avais risqué ma vie pour cet homme. Je lui avais donné une partie de mon corps. Et voilà comment il me payait. J'ai conduit jusqu'à la maison en pilote automatique. Les yeux brouillés de larmes. La scène se rejouant en boucle dans ma tête. Son baiser. Son sourire pour elle. Sa tendresse pour elle. Je n'avais encore aucune idée de l'ampleur de la trahison. Je ne savais pas que le pire était encore à venir. Je suis rentrée dans notre grand appartement silencieux. Les rayons du soleil de l'après-midi inondaient le salon à travers les baies vitrées, faisant scintiller la poussière dans l'air. Tout était impeccable. Ordonné. À sa place. Une vie parfaite en apparence. Une mise en scène. Ma vie entière était une mise en scène. Je me suis assise sur le canapé en cuir blanc. Le même canapé où nous nous étions blottis tant de fois pour regarder des films. Mais aujourd'hui, il me semblait froid. Étranger. Je suis restée là. Immobile. Pendant des heures. Regardant la lumière décliner sur Lyon. Le choc initial avait laissé place à une douleur sourde.
Un vide immense. 20 ans de ma vie. De mon amour. De mes sacrifices. Anéantis en un seul baiser dans un parking souterrain. La question qui me hantait, qui tournait en boucle dans mon esprit, était, depuis quand? Depuis quand ce mensonge durait-il? Avait-il commencé après l'opération? Quand il avait retrouvé sa santé et sa confiance? Où était-ce avant? Était-il déjà avec elle quand il a accepté mon rein? La simple pensée me donnait la nausée. L'idée qu'il ait pu me regarder dans les yeux, me laisser risquer ma vie pour lui tout en pensant à une autre, était une trahison d'une cruauté presque inimaginable. J'ai passé les 3 jours suivants comme un fantôme dans ma propre maison. J'agissais par automatisme. Je préparais le café le matin. Je faisais les courses. Je répondais au téléphone. Je souriais quand il le fallait. Je jouais mon rôle. Celui de la femme dévouée. Mais à l'intérieur, j'étais brisée. J'observais Arthur. Chaque geste, chaque parole était maintenant passée au crible de ce que je savais. Sa fausse sollicitude quand il me demandait si ma cicatrice me faisait encore mal. Son irritation à peine voilée quand je lui demandais à quelle heure il rentrerait. Ses sourires rapides et vides. C'était comme regarder un acteur jouer une pièce dont je connaissais la fin tragique. Chaque mensonge était une nouvelle blessure. La façon dont il sursautait quand son téléphone vibrait. La manière dont il s'isolait dans son bureau pour passer des appels. Le parfum de Chloé. Un parfum floral et jeune. Que je sentais parfois sur ses chemises quand je les mettais dans la machine à laver. Le vendredi soir, la situation a atteint son point de rupture. Nous étions en train de dîner. Ou plutôt, je piquais sans appétit dans mon assiette pendant qu'il faisait défiler des messages sur son téléphone. Je dois partir en déplacement ce week-end? A-t-il annoncé nonchalamment, sans lever les yeux de son écran. Un déplacement? Où ça? Ai-je demandé? Ma voix dangereusement calme. À Paris. Un séminaire de dernière minute. Très important. Je pars demain matin et je rentre dimanche soir. Un séminaire. Le mensonge était si banal. Si paresseux. Il ne faisait même plus d'efforts. Il savait que je n'oserais jamais le remettre en question. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. La colère, froide et pure, a soudain submergé la douleur. Je ne pouvais plus continuer à jouer cette comédie. Je ne pouvais plus me regarder dans le miroir si je laissais passer ça. J'ai posé ma fourchette. Le petit bruit métallique a résonné dans le silence. Arthur, ai-je dit. Et ma voix était si ferme qu'il a enfin levé la tête. Surpris. Il faut qu'on parle. Il a froncé les sourcils. Visiblement agacé d'être dérangé. Je suis en train de lire un email important pour demain. On peut parler dimanche? Non. On va parler maintenant. Il a dû sentir quelque chose dans mon ton. Une détermination nouvelle. Car il a verrouillé son téléphone et l'a posé sur la table. Face cachée. Qu'est-ce qui se passe? Catherine? Tu as l'air contrariée. Je me suis levée. J'ai pris les 2 reçus que j'avais gardés. Celui du restaurant et celui du fleuriste. Et je les ai laissés tomber sur la table devant lui. Puis, j'ai ajouté la pièce maîtresse. Je vous ai vu. Mardi. Dans le parking de ton bureau. Toi et Chloé. Le silence qui a suivi a été total. Assourdissant. Il a regardé les reçus. Puis m'a regardé. Pendant une fraction de seconde, j'ai vu de la panique dans ses yeux. Un éclair de culpabilité. Mais cela a disparu aussi vite que c'était apparu. Remplacé par une expression froide. Lasse. Comme si j'étais un problème ennuyeux qu'il devait enfin régler.
Il n'a pas nié. Il n'a pas essayé d'inventer une excuse. Il a simplement poussé un long soupir. Bon. A-t-il dit. Sa voix plate et dénuée de toute émotion. Je suppose que ça ne sert plus à rien de faire semblant. Pas d'excuse. Pas de remords. Pas même une tentative d'explication. Juste une confirmation froide, qui validait mon pire cauchemar avec la même indifférence que s'il avait commenté la météo. J'ai senti mes jambes flageoler. Je me suis rassise lourdement. C'est tout ce que tu as à dire? Ai-je demandé? La voix brisée. Il s'est adossé à sa chaise et m'a étudié avec un regard que je ne lui connaissais pas. Le regard d'un étranger qui évalue une situation. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Catherine? Que je suis désolée? Que c'était une erreur? Ça n'en était pas une. Il a eu un petit rire sec. Sans joie. Non. Ce n'était pas une erreur. C'était une décision. Ces mots m'ont frappé comme une gifle. Une décision. Oui. A-t-il continué? Son ton devenant plus dur? Comme si le masque de l'homme civilisé tombait enfin. J'ai décidé que je ne voulais plus de ce mariage. Je ne veux plus de cette vie avec toi. J'avais peine à respirer. Durant ces derniers jours de torture, j'avais imaginé tous les scénarios. Arthur implorant mon pardon. Arthur me promettant de mettre fin à sa liaison. Arthur en larmes, jurant que c'était une folie passagère. Jamais, au grand jamais, je n'avais imaginé cette cruauté absolue, cette franchise brutale. Mais Arthur, nous sommes mariés depuis 20 ans. Je t'ai sauvé la vie. Je t'ai donné mon rein. La dernière phrase est sortie comme un sanglot. Et je t'en remercie, a-t-il dit. Détaché. Comme s'il remerciait le chirurgien. Mais ça ne veut pas dire que je dois rester enchaîné à toi pour le reste de ma vie. Les larmes ont commencé à couler sur mes joues. Enchaîné? C'est comme ça que tu vois notre mariage? Il s'est levé et a commencé à faire les 100 pas dans le salon. Comme un avocat préparant sa plaidoirie. Catherine. Je vais être honnête avec toi pour la première fois depuis longtemps. Je m'ennuie avec toi. Ces 4 mots. 4 mots simples qui ont brisé ce qui restait de mon cœur. Je m'ennuie avec toi. Oui. Je m'ennuie. A-t-il répété, s'arrêtant pour me faire face. Tu as mal vieilli. Tu ne parles que de ta cicatrice, de tes douleurs, de ta fatigue. Tu ne prends plus soin de toi comme avant. Tu n'es plus la femme dont je suis tombé amoureux. Chaque mot était un coup de poignard. Arthur. J'ai 45 ans. Tu en as 47. Nous avons vieilli tous les deux. J'ai subi une opération majeure. Mais je ne me suis pas laissé abattre par l'âge comme toi. A-t-il rétorqué avec une cruauté calculée. Chloé me fait me sentir vivant. Elle me fait me sentir jeune. Avec toi. Je me sens juste vieux et piégé. Je me suis levée à mon tour. Chancelante. La pièce semblait tanguer. Quand est-ce que ça a commencé? Est-ce que ça a de l'importance? Oui. Ça en a. Ai-je crié? Ma voix montant d'une octave. C'était avant l'opération? C'était pendant que je te donnais mon rein? Il a marqué une pause. Puis il m'a regardé droit dans les yeux. Sans ciller. Ça a commencé 2 mois avant qu'on me diagnostique la maladie. Le monde s'est arrêté. L'air s'est vidé de mes poumons. Quoi? J'étais déjà avec Chloé quand je suis tombée malade. En fait, a-t-il ajouté avec un calme terrifiant. J'ai même pensé à refuser l'opération. À laisser la nature suivre son cours.
Je ne pouvais plus respirer. C'était trop monstrueux. Mais tu as accepté mon rein. Il a eu un sourire qui n'avait rien de chaleureux. Un sourire carnassier. Bien sûr que je l'ai accepté. Pourquoi serais-je mort alors que j'avais la possibilité de vivre? Mais ça ne voulait pas dire que je voulais rester mariée avec toi. Alors tu m'as utilisé? Ai-je murmuré? L'horreur de la situation s'imposant enfin à moi dans toute son étendue. Je t'ai donné une chance de faire quelque chose d'important dans ta vie. A-t-il répondu? Sans une once de remords. Tu devrais m'en être reconnaissante. La rage, que j'avais contenue pendant des jours, a finalement explosé. Reconnaissante? Je t'ai donné mon rein. J'ai risqué ma propre santé pour toi. Et je ne t'ai jamais demandé de le faire. A-t-il hurlé en retour? Son visage déformé par la fureur. C'était ta décision. Ton choix. Je n'ai jamais signé un contrat stipulant que je devais t'aimer pour toujours juste parce que tu m'as donné un organe. Ces paroles étaient si vicieuses, si méticuleusement blessantes, qu'elles m'ont laissé sans voix. Ce n'était pas l'homme que j'avais épousé. Ce n'était pas l'homme pour qui j'avais tant sacrifié. C'était un monstre. Tu l'aimes? Ai-je fini par demander? Ma voix un fil. Plus que je ne t'ai aimé ces 10 dernières années? A-t-il répondu sans une seconde d'hésitation. C'était le coup de grâce. Je me suis effondrée sur le canapé, toute l'énergie m'ayant quittée. Je veux le divorce? A dit Arthur. Sa voix redevenue calme, professionnelle. Presque comme s'il discutait d'un contrat. On peut faire ça de manière civilisée ou de manière compliquée. C'est toi qui choisis. Arthur. Ai-je sangloté? Nous avons construit une vie ensemble. Non. Catherine. Tu as construit un fantasme. Moi. Je vivais dans un mensonge depuis des années. C'est terminé. Il s'est dirigé vers l'escalier qui menait à notre chambre. Puis il s'est arrêté et s'est retourné. Au fait, je passe le week-end avec Chloé comme prévu. Quand je rentrerai lundi. J'espère que tu auras eu le temps de digérer tout ça et qu'on pourra parler des termes du divorce comme des adultes. Je l'ai entendu monter. J'ai entendu le bruit d'une valise qu'on ouvre. J'ai entendu ses pas redescendre. J'ai entendu la porte d'entrée se fermer. Le moteur de sa voiture démarrer et s'éloigner. Et je suis restée seule, assise dans ce salon vide, dans cette maison qui n'était plus un foyer, en train de réaliser l'ampleur de la trahison. Il ne m'avait pas seulement trompée. Il m'avait utilisée. Il avait pris mon rein en sachant qu'il ne m'aimait plus. En sachant qu'il me quitterait dès qu'il serait sur pied. C'était bien pire qu'une simple liaison. C'était une manipulation froide et calculée de mon amour, de mon dévouement, de ma vie même. Mais Arthur avait commis une erreur monumentale. Il avait sous-estimé la femme avec qui il avait été marié pendant 20 ans. Il pensait que j'allais pleurer, le supplier, accepter les miettes qu'il voudrait bien me laisser. Il n'avait aucune idée de ce qui allait se passer ensuite. Cette nuit-là, après le départ d'Arthur, je suis restée assise dans le salon jusqu'à ce que les premières lueurs de l'aube filtrent à travers les baies vitrées. Je n'ai plus pleuré. Les larmes s'étaient taries, remplacées par une froideur étrange, une clarté d'esprit que je n'avais pas ressentie depuis des mois. Pendant 20 ans, j'avais été l'épouse parfaite. Celle qui tenait la maison, qui préparait les dîners, qui organisait les week-ends, qui souriait et hochait la tête quand Arthur prenait des décisions importantes sans me consulter. Celle qui avait sacrifié son propre corps pour le sauver. Cette femme était morte quelque part durant cette conversation brutale. À sa place se trouvait quelqu'un qui n'avait plus rien à perdre. Le samedi matin,
J'ai fait quelque chose que j'aurais dû faire des années auparavant. J'ai commencé à examiner nos finances. Arthur avait toujours géré l'argent, me disant de ne pas m'inquiéter avec ces choses compliquées. J'avais été stupide de lui faire une confiance aveugle. J'ai ouvert son ordinateur portable, laissé sur son bureau. Je connaissais son mot de passe. Je l'avais utilisé à plusieurs reprises pour envoyer des emails pendant sa maladie. Je me suis connecté à notre compte bancaire en ligne et ce que j'ai vu m'a presque fait perdre connaissance pour la deuxième fois en moins de 24 heures. Le compte épargne commun, que je croyais garni d'au moins 80 000 euros. Le fruit de nos économies, n'en contenait plus que 15 000. Le relevé du compte courant montrait une hémorragie de dépenses que je ne reconnaissais pas. Des paiements dans des boutiques de luxe, chez des bijoutiers, dans des hôtels de charme en périphérie de Lyon. Les dates de ces dépenses remontaient à près d'1 an. Arthur ne se contentait pas de me tromper avec Chloé depuis bien plus longtemps qu'il ne l'avait admis. Il finançait leur liaison avec notre argent. L'argent que nous étions censés mettre de côté pour nos vieux jours. J'ai continué à fouiller, le cœur battant à tout rompre. Un mélange de peur et de fureur montant en moi. J'ai trouvé quelque chose qui m'a glacé le sang. Arthur avait contracté un prêt de 25 000 euros adossé à notre appartement. 3 mois plus tôt. L'argent avait été viré sur un compte dont je ne connaissais même pas l'existence. Mon mari ne m'avait pas seulement trahi émotionnellement. Il m'avait volé. Systématiquement. Mais ce n'était pas tout. Dans sa boîte mail, j'ai trouvé un dossier intitulé « Privé ». Je l'ai ouvert. Il contenait des échanges avec un avocat spécialisé en droit de la famille. Les emails dataient de 2 semaines à peine, à une époque où je luttais encore pour retrouver mes forces, où je croyais encore que notre mariage valait la peine d'être sauvé. Maître, disait l'un des messages d'Arthur, mon épouse m'a fait don d'un rein il y a plusieurs mois. Cela pourrait-il affecter ma position dans le cadre d'un divorce ? Je ne veux pas qu'elle utilise cela pour obtenir un avantage financier. La réponse de l'avocat était technique et froide. Le don d'organes est considéré comme un acte volontaire et altruiste. Il ne constitue pas un actif matrimonial divisible. Cependant, cela pourrait susciter de la sympathie de la part d'un juge. Je vous recommande de documenter tout comportement erratique ou toute dépense irresponsable de sa part pour contrer ce narratif. Arthur planifiait tout depuis des semaines. Pendant que je me remettais de l'opération, que je luttais contre la douleur, il consultait déjà des avocats pour savoir comment se débarrasser de moi au moindre coup. J'ai continué à lire et je suis tombée sur des emails entre Arthur et Chloé qui m'ont soulevé le cœur. Ils ne parlaient pas seulement de leur amour, mais de leur plan. Arthur lui avait promis qu'ils seraient ensemble dès qu'ils se seraient débarrassés du fardeau. Le fardeau, c'était moi. Dans un email particulièrement cruel, Chloé écrivait « J'ai hâte qu'on emménage ensemble. Tu penses qu'elle va faire une scène quand tu lui annonceras ?» La réponse d'Arthur « Catherine est trop faible pour faire une scène. Elle va probablement pleurer un peu. Puis accepter ce que je lui offrirai. Les femmes de son âge n'ont pas beaucoup d'options. Tu sais. Trop faible. Pas beaucoup d'options. » J'ai fermé l'ordinateur, tremblante de rage. Il ne m'avait pas seulement utilisé pour sauver sa vie. Il avait planifié de détruire la mienne bien avant que je ne soupçonne quoi que ce soit. Mais il y avait autre chose. Quelque chose qu'il ne savait pas. Quelque chose que j'avais moi-même appris lors de ma dernière visite chez le docteur Fournier et que j'avais gardé pour moi. Le temps de digérer l'information. Je suis allée dans ma chambre. J'ai ouvert ma boîte à bijoux et j'en ai sorti une enveloppe Kraft fermée que j'avais cachée sous un faux fond. À l'intérieur se trouvaient les résultats des analyses de sang que le docteur Fournier avait ordonnées dans le cadre de mon suivi post-opératoire. Je les avais récupérés moi-même au laboratoire 2 semaines plus tôt. À l'époque, en les lisant, je n'avais pas tout compris,
Mais certains termes m'avaient alerté. Des mots comme anticorps, marqueur de rejet, surveillance accrue. J'avais fait des recherches sur Internet. Avec mes connaissances médicales limitées et mon esprit déjà assailli par le doute, j'en avais tiré une conclusion terrifiante. Je me suis assise sur le lit et j'ai relu les résultats à la lumière de tout ce que je venais de découvrir. J'ai vu les chiffres, les astérisques à côté de certaines valeurs, les commentaires du laboratoire. Et j'ai cru comprendre. Je me suis persuadée que mon interprétation était la bonne. C'était trop parfait, trop poétique pour être faux. C'était la justice immanente. Avant d'utiliser cette information, je devais quitter cet appartement. Je ne pouvais pas être là quand Arthur rentrerait. Je ne me faisais pas confiance pour ne pas faire quelque chose que je regretterais. J'ai commencé à faire mes affaires. Mais pas de la manière dont Arthur s'y serait attendu. Pas de valise de luxe. Pas d'appel à une société de déménagement. Je suis allée dans la buanderie et j'ai sorti le vieux caddie que j'utilisais pour aller au marché sur les quais. Ce même caddie qu'Arthur détestait, disant que ça me donnait l'air d'une petite vieille. Parfait. C'était exactement l'image que je voulais donner. J'ai rempli le chariot avec l'essentiel. Des vêtements. Mes papiers importants. Quelques photos de mes parents. Et mes médicaments. Je ne voulais rien qu'il ait acheté. Rien qui porte la marque de sa propriété. Juste les choses qui étaient vraiment à moi. Pendant que je faisais mes bagages, je pensais à toutes ces années passées à essayer d'être la femme qu'il voulait. J'avais réduit mes propres désirs pour qu'ils se sentent plus grands. J'avais étouffé ma propre voix pour que la sienne résonne plus fort. J'avais sacrifié mes rêves pour soutenir les siens. Et au final, rien de tout cela n'avait compté. Pour lui, j'étais juste un obstacle sur le chemin de sa nouvelle vie avec une femme plus jeune. Quand j'ai eu fini, je me suis assise à la table de la cuisine et j'ai écrit une lettre. Pas une lettre de supplication ou d'adieu larmoyante. Une lettre qui allait changer le cours de sa vie. Arthur, j'écris d'une main ferme. Quand tu liras ceci, je serai parti. N'essaie pas de me chercher. N'appelle pas Hélène ni nos amis. Ne viens pas me supplier de revenir. Tu as commis beaucoup d'erreurs ces derniers mois. Mais la plus grande a été de sous-estimer la femme avec qui tu as été marié pendant 20 ans. 6 juin. Tu trouveras les copies des résultats médicaux que j'ai reçus la semaine dernière. Je te suggère de les lire attentivement. Je pense que tu comprendras assez vite les implications. Tu trouveras aussi des copies de tous les emails que tu as échangés avec ton avocat et avec Chloé. Oui. Arthur. Je sais tout. Tes plans. Tes mensonges. Et le vol systématique de nos économies. Mais la chose la plus importante que tu dois savoir est la suivante. Le rein que je t'ai donné, ton corps est en train de le rejeter. Les analyses montrent des signes précoces d'un rejet chronique. Le docteur Fournier voulait t'en parler la semaine prochaine? Mais j'ai préféré te laisser la surprise. L'ironie est parfaite. N'est-ce pas? Tu as utilisé mon rein pour te sauver? Pensant qu'il t'offrait une nouvelle vie avec une autre femme. Mais il s'avère que je ne t'ai donné que du temps emprunté. Bientôt, tu auras besoin d'une autre greffe. Tu retourneras sur la liste d'attente. J'espère que tu as bien profité de ces quelques mois avec Chloé. Parce que quand elle découvrira que tu es de nouveau malade, que tu pourrais mourir en attendant un donneur, nous verrons bien à quel point son amour est profond. Ne me cherche pas. Ne m'appelle pas. Ne me supplie pas. Tu as eu ta chance d'être honnête? De me traiter avec respect? D'apprécier ce que j'ai sacrifié pour toi. Tu as choisi la cruauté et la trahison. Maintenant, tu vas devoir vivre avec les conséquences. Catherine. P. S.
Les 15 000 € restants sur notre compte épargne, je les ai virés à la Fondation pour la recherche médicale. En l'honneur de tous les donneurs qui sont vraiment appréciés par leurs receveurs. J'ai mis la lettre dans une enveloppe, avec les copies de tous les documents que j'avais trouvés. Je l'ai posée bien en évidence au centre de la grande table de la salle à manger. Puis j'ai pris mon caddie et je me suis dirigée vers la porte. Sur le seuil, je me suis arrêtée un instant. J'ai regardé une dernière fois cet appartement. Ce lieu où j'avais cru être aimée et en sécurité. Je n'ai ressenti aucune tristesse. Juste une immense sensation de libération. J'ai fermé la porte derrière moi et j'ai commencé à marcher dans la rue. Tirant mon chariot comme une sans-abri. Quelques voisins m'ont regardé avec curiosité. Mais ça m'était égal. Arthur aurait honte en apprenant que j'étais partie comme ça. Réduite à pousser un caddie dans notre quartier chic. Mais cette humiliation ne serait rien comparée à ce qui l'attendait. Alors que j'arrivais au bout de la rue, mon téléphone a commencé à sonner. Je l'ai sorti de ma poche. Le nom, Arthur, s'affichait sur l'écran. Il était rentré plus tôt que prévu. Il avait trouvé ma lettre. J'ai rejeté l'appel. Il a sonné de nouveau? Immédiatement. Je l'ai rejeté encore. Et encore. Le téléphone vibrait frénétiquement dans ma main. Comme le cœur d'un animal pris au piège. Un sourire amer s'est dessiné sur mes lèvres. Le jeu venait de changer. Et pour la première fois, ce n'était plus moi qui avais peur. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. 44 appels manqués en moins de 2 heures. Chaque fois que je rejetais l'appel, il rappelait instantanément. Le désespoir dans sa persistance me procurait une satisfaction amère et puissante. Je l'imaginais. Seul dans notre grand appartement. Lisant et relisant ma lettre. Les copies des emails étalées devant lui. La peur glaciale s'insinuant dans ses veines. Je m'étais réfugiée chez Hélène. Elle vivait dans un vieil immeuble du quartier de la Croix-Rousse. Avec ses traboules secrètes et son ambiance de village. Un monde à part. Loin du luxe froid et impersonnel de Confluence. Un quartier qu'Arthur avait toujours jugé trop bobo pour daigner y mettre les pieds. Catherine. Mais qu'est-ce qui se passe? M'avait-elle demandé en ouvrant sa porte? Découvrant sa sœur aînée sur le palier. Hagarde. Les yeux rougis. Tenant la poignée d'un caddie rempli à ras-bord. C'est fini. Hélène. Tout est fini. Avais-je répondu avant de fondre en larmes dans ses bras. Je lui ai tout raconté. Assise dans sa petite cuisine chaleureuse qui sentait le café et les herbes de Provence. La liaison avec Chloé. La confrontation brutale. La découverte de la fraude financière. Et enfin, la bombe que j'avais lâchée dans ma lettre. Attends. M'a-t-elle interrompu? Les yeux écarquillés. Quand j'ai abordé le sujet du rein. Tu es en train de me dire que son corps rejette le rein que tu lui as donné? C'est ce que les analyses montrent? Ai-je affirmé? Ma voix pleine d'une conviction que je prenais pour de la certitude. C'est un rejet chronique. Lent. Mais inévitable. Il va redevenir malade. Hélène est restée silencieuse un instant, assimilant l'information. Son visage était un mélange de choc et d'une sorte de respect effrayé. Et il ne le savait pas. Il n'en avait aucune idée. C'est le destin? Hélène. Une sorte de justice poétique. Mon téléphone a vibré à nouveau sur la table. Cette fois, c'était un SMS. Puis un autre. Et un autre. Les messages s'empilaient. Catherine. S'il te plaît. Réponds. Il faut qu'on parle. C'est important. Je t'en supplie. Ne me fais pas ça. Où as-tu eu ces résultats? C'est une erreur?
Ce n'est pas possible. J'ai effacé chaque message sans y répondre. Ma chérie, a dit Hélène doucement, posant sa main sur la mienne. Je sais que tu es en colère. Et tu as toutes les raisons du monde de l'être. Mais ne crois-tu pas que tu devrais lui parler? S'il est de nouveau malade. Hélène. Les yeux coupés. Ma voix dure. Cet homme m'a utilisé de la manière la plus vile qui soit. Il m'a volé. Il a ri de moi dans mon dos avec sa maîtresse. Pourquoi devrais-je avoir la moindre pitié pour lui maintenant? Parce que tu es une meilleure personne que lui. A-t-elle murmuré. Peut-être avait-elle raison. Mais la femme qui était une meilleure personne était aussi celle qui s'était fait piétiner. Je n'étais plus cette femme. J'étais une femme qui avait découvert que la vengeance, même si elle se base sur une terrible méprise, est un baume sur une plaie ouverte. Le lendemain, un dimanche, le harcèlement téléphonique a continué par vagues. Arthur alternait les supplications et les menaces. Catherine. C'est ridicule. Je suis ton mari. On doit régler ça. Je vais appeler un avocat. Ce que tu as fait avec l'argent est un vol. S'il te plaît. J'ai peur. Dis-moi que ce n'est pas vrai. J'ai ignoré chaque message. Chaque appel. J'ai aidé Hélène à faire le marché sur le boulevard de la Croix-Rousse. J'ai essayé de respirer l'air frais. De me concentrer sur le bruit des conversations. L'odeur des poulets rôtis. La couleur des légumes. Mais même là, au milieu de la foule, je sentais les vibrations fantômes de mon téléphone dans ma poche. Lundi matin, un numéro inconnu s'est affiché. J'ai hésité. Puis j'ai décroché, pensant que c'était peut-être Arthur qui essayait depuis une autre ligne. Madame Dubois? A demandé une voix féminine, professionnelle et calme. Oui. C'est moi. Ici Sandra Martin, la secrétaire du docteur Fournier. Le docteur souhaiterait vous parler de manière urgente au sujet de vos derniers résultats d'analyse. Mon estomac s'est noué. J'ai déjà eu les résultats? Ai-je répondu prudemment. Il y a eu une pause. Oui. Mais il y a eu une confusion. Madame. Votre mari, Monsieur Dubois, est venu au cabinet vendredi après-midi. Dans un état de grande agitation. Il avait une copie des résultats que vous lui aviez laissés. Le docteur a besoin de clarifier certaines choses avec vous. Une sueur froide a perlé sur ma nuque. Quel genre de choses? Je préférerais que vous en parliez directement avec lui. Pourriez-vous venir au cabinet demain matin? À 9 heures? J'ai accepté. Le cœur battant. Après avoir raccroché, je suis restée assise sur le canapé d'Hélène, le téléphone à la main. Un terrible pressentiment m'envahissant. Une confusion. Quel genre de confusion? Qu'est-ce qui se passe? A demandé Hélène en me voyant pâlir. Je ne sais pas. Le docteur Fournier veut me voir demain. Arthur est allé le voir vendredi. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. Mon esprit tournait en boucle, essayant de comprendre. Un message d'Arthur, envoyé tard dans la nuit, m'a particulièrement troublée. J'ai parlé au docteur Fournier. Il dit qu'il y a des choses que tu n'as pas comprises dans les résultats. S'il te plaît, réponds. Quelles choses n'avais-je pas comprises? Les chiffres étaient là. Noir sur blanc. Les mots techniques que j'avais cherchés sur Internet semblaient clairs. À moins que ma colère et mon désir de justice ne m'aient aveuglé. Le lendemain matin, je suis arrivée au cabinet médical bien avant 9 heures. L'atmosphère feutrée des lieux, qui m'avait autrefois rassurée, me semblait maintenant menaçante.
Sandra Martin m'a fait entrer immédiatement dans le bureau du docteur Fournier. Il était debout près de la fenêtre. L'air grave. Catherine. Asseyez-vous. Je vous en prie. A-t-il dit. Sa voix douce mais sérieuse. Nous devons éclaircir un point très important. Je me suis assise. Les mains crispées sur mon sac. Votre mari est venu me voir vendredi. A-t-il commencé? Il était bouleversé. Il m'a montré une copie de résultats d'analyse. Des résultats qui, selon lui, prouvaient que son corps était en train de rejeter le rein que vous lui avez donné. J'ai hoché la tête. Oui. Ce sont les résultats que j'ai récupérés au laboratoire il y a 2 semaines. Le docteur Fournier a secoué lentement la tête, et son regard était plein de compassion. Catherine. Ces résultats ne concernaient pas Arthur. C'étaient les vôtres. Le monde a basculé. Le son a disparu. Les couleurs se sont affadies. J'ai eu l'impression de tomber d'une très grande hauteur. Quoi? Ai-je articulé? Ma voix a un souffle. Les analyses que nous avons faites étaient celles de votre suivi post-don. Elles montraient certains marqueurs légèrement élevés concernant la fonction de votre rein restant. Pas le rein transplanté d'Arthur. Je ne pouvais plus respirer. Les mots étaient simples, mais leur signification était si monstrueuse que mon cerveau refusait de les traiter. Mais, vous m'aviez dit. Je vous ai dit que nous devions surveiller votre fonction rénale de près? Car un don à votre âge comporte certains risques à long terme pour le donneur. Je n'ai jamais parlé d'un rejet de la greffe. Jamais. La pièce s'est mise à tourner. Alors. Arthur. Il va bien? Le rein que vous lui avez donné fonctionne parfaitement. Ses dernières analyses à lui, faites il y a 2 semaines, sont absolument normales. Il est en excellente santé. Je suis resté figé sur ma chaise, écrasé par la magnitude de mon erreur. Je n'avais pas seulement mal interprété des résultats médicaux. J'avais construit toute ma vengeance, toute ma stratégie, sur un mensonge. Un mensonge que je m'étais raconté à moi-même. Docteur? Ai-je demandé d'une voix tremblante? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Pour moi. Ces marqueurs élevés? Le docteur Fournier s'est rassis derrière son bureau. Son expression sérieuse. Cela signifie que votre rein restant travaille plus que la normale pour compenser l'absence de l'autre. C'est attendu? Mais dans votre cas, cela semble se faire un peu plus rapidement que la moyenne. Ce n'est pas grave dans l'immédiat? Mais cela nécessitera une surveillance constante? Et peut-être un traitement à l'avenir. Le stress chronique que vous avez subi n'a certainement pas aidé. Le stress. L'ironie était à pleurer. Le mariage toxique que je venais de fuir était littéralement en train de me rendre malade. Quand Arthur est venu vous voir? Ai-je demandé? La gorge serrée. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Exactement? Je lui ai expliqué la situation. Que le rein greffé fonctionnait parfaitement et qu'il n'y avait aucun signe de rejet. Je lui ai expliqué que les résultats qu'il avait concernaient votre propre santé. Comment? Comment a-t-il réagi? Il avait l'air confus. Et en colère. Très en colère. Je suis sortie du cabinet complètement sonné. Comme si je venais de traverser un accident de voiture. J'avais commis une erreur terrible. Impardonnable. Et maintenant? Arthur savait. Il savait que j'avais menti. Il savait que j'avais essayé de le torturer avec une fausse information. J'avais perdu tout avantage? Toute supériorité morale. J'étais passé de victime à bourreau en l'espace d'une lettre. Mon téléphone a sonné au moment où je posais le pied sur le trottoir. C'était lui. J'ai répondu. La main tremblante.
Catherine. Sa voix était glaciale, tranchante comme une lame de rasoir. Tu viens de commettre la plus grosse erreur de ta vie. Arthur. Je peux expliquer. Il n'y a rien à expliquer. A-t-il hurlé? La fureur explosant à travers le combiné. Tu as essayé de me faire croire que j'étais en train de mourir. Tu m'as fait passer la pire nuit de ma vie. À imaginer que j'allais devoir tout revivre. Je pensais que c'était vrai. Je me suis trompée. Tu as menti. Tu m'as délibérément donné de fausses informations médicales pour me torturer. C'est pathologique. Catherine. C'est cruel et malsain. Les larmes ont commencé à couler sur mes joues. Des larmes de honte et d'humiliation. Et le virement? A-t-il continué? Sa voix sifflante. C'était aussi une erreur? Voler les 15 000 € de notre compte? Mon cœur s'est serré. Comment tu sais? Je suis allée à la banque ce matin. Tu voulais m'humilier? C'est ça? Me laisser sans un sou pendant que je me croyais mourant? Ce n'est pas ça. Catherine. Tu viens de prouver que tu es exactement le genre de personne que je pensais. Manipulatrice. Vengeresse et prête à mentir sur des questions de vie ou de mort pour blesser quelqu'un. La ligne a été coupée. Je suis restée plantée sur le trottoir, tremblant de tous mes membres, comprenant enfin que j'avais anéanti toute chance de sortir de cette situation avec la moindre dignité. Dans ma tentative de me venger d'Arthur, j'étais devenu le monstre de l'histoire. Mais ce que je ne savais pas encore, c'est qu'Arthur, dans sa colère et son arrogance, avait lui aussi commis une erreur. Une erreur qui allait bientôt refaire surface et tout changer. Encore une fois. Le monde que j'avais tenté de faire basculer s'était retourné contre moi avec une force brutale. La conversation avec Arthur m'avait laissé vidé. Anéanti. Le sentiment de puissance que j'avais ressenti en quittant notre appartement s'était évaporé, remplacé par une honte cuisante. J'étais devenue tout ce que je méprisais, une menteuse, une manipulatrice. Arthur avait désormais le beau rôle. Il était la victime d'une épouse instable et vengeresse. Il avait l'arme parfaite pour me détruire. Non seulement financièrement, mais aussi moralement. Je suis rentrée chez Hélène en traînant les pieds. L'énergie d'un condamné montant à l'échafaud. Quand je lui ai raconté la vérité sur les résultats médicaux. Elle n'a pas dit « je te l'avais bien dit ». Elle m'a simplement prise dans ses bras pendant que je pleurais. Non plus de chagrin, mais de pure humiliation. Tu as fait une erreur, Catherine, m'a-t-elle dit doucement. Une énorme erreur, née de la douleur et de la colère. Mais ça n'efface pas ce qu'il t'a fait. N'oublie jamais ça. Ces paroles étaient un maigre réconfort. Je savais qu'aux yeux de la loi, et probablement de tous ceux qui apprendraient l'histoire, ma méprise serait vue comme un acte de cruauté délibérée. Les 2 semaines suivantes furent un silence de mort. Arthur ne m'a plus appelé. Il ne m'a plus envoyé de messages. C'était un silence bien plus terrifiant que ses appels furieux. C'était le silence de quelqu'un qui prépare sa contre-attaque. Puis, la lettre est arrivée. Une lettre recommandée, avec l'entête d'un cabinet d'avocats prestigieux du centre-ville. Je l'ai ouverte avec des mains tremblantes. C'était une convocation. Maître Isabelle Lambert, l'avocate d'Arthur, souhaitait me rencontrer pour discuter des termes d'un accord de divorce à l'amiable. Le jour du rendez-vous, je me sentais petite et insignifiante en entrant dans l'immeuble haussmannien où se trouvaient les bureaux du cabinet. Tout n'était que marbre. Bois sombre et silence feutré. Maître Lambert était une femme d'une 50aine d'années. Élégante et glaciale. Avec un regard qui semblait capable de lire à travers les âmes. Madame Dubois. Asseyez-vous. A-t-elle dit sans même un sourire.
Allons droit au but. Mon client, Monsieur Dubois, a été profondément traumatisé par les récents événements. Elle a fait une pause, me laissant absorber le poids de ses mots. Lui fournir de fausses informations médicales concernant un état potentiellement mortel est un acte d'une extrême gravité. Cela peut être qualifié de violence psychologique. J'ai tenté de me défendre. C'était une erreur, maître. J'ai mal interprété. Elle m'a interrompu d'un geste de la main. Votre intention, madame, importe peu au vu du résultat. Mon client a vécu 48 heures de terreur pure à cause de vous. De plus, le virement de 15 000 € depuis le compte commun est, légalement, un détournement de fonds. Chaque mot était un clou enfoncé dans mon cercueil. J'étais piégée. Cependant, a-t-elle continué, son ton se faisant légèrement plus conciliant. Monsieur Dubois est un homme raisonnable. Il ne souhaite pas vous accabler. Il souhaite simplement tourner la page rapidement et proprement. Elle a fait glisser une chemise cartonnée sur le bureau poli. Voici sa proposition. J'ai ouvert la chemise. À l'intérieur, un document de 2 pages. En résumé, Arthur me proposait une somme forfaitaire de 30 000 €. En échange, je devais renoncer à toute prétention sur l'appartement, sur ses comptes de retraite, sur les parts de son cabinet. Bref, sur la totalité de notre patrimoine commun construit en 20 ans. Je pouvais garder ma vieille voiture. C'est une blague ? Ai-je soufflé, incrédule. Notre appartement vaut près d'1 million d'euros. Son cabinet. Madame Dubois, a dit maître Lambert, son ton redevenant glacial. Si vous refusez cette offre, mon client n'aura d'autre choix que d'engager une procédure de divorce pour faute. Nous demanderons des dommages et intérêts pour le préjudice moral subi. Nous porterons plainte pour le détournement de fonds. Compte tenu des circonstances, il est très probable que non seulement vous ne receviez rien, mais que vous soyez condamné à lui verser une compensation. C'est une offre généreuse. Je vous conseille de l'accepter. Je suis sorti de ce bureau complètement anéanti. Arthur m'avait acculé. Il avait utilisé mon erreur pour me dépouiller de tout ce pourquoi j'avais travaillé et sacrifié pendant 2 décennies. 30 000 €. C'était le prix qu'il mettait sur 20 ans de ma vie. C'était une insulte. Une humiliation finale. J'ai passé les jours suivants dans un état second, ne sachant que faire. Hélène m'a conseillé de prendre un avocat, de me battre. Mais avec quel argent ? Et avec quelle chance de gagner ? L'histoire était contre moi. L'épouse bafouée qui, par vengeance, fait croire à son mari qu'il va mourir. Aucun juge ne me regarderait avec sympathie. J'étais sur le point de céder. De signer ce document infâme pour en finir. Pour ne plus jamais avoir à voir Arthur ou son avocate. Je me voyais déjà, à 45 ans, recommencer à zéro avec presque rien, vivant au crochet de ma sœur. L'avenir semblait sombre, sans espoir. Et puis, un soir, alors que je travaillais à la petite librairie de quartier où Hélène m'avait trouvé un emploi à mi-temps pour m'occuper l'esprit, mon téléphone a vibré. Un numéro que je ne connaissais pas. J'ai failli ne pas répondre, pensant que c'était encore un démarchage téléphonique. Mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Allô ? Il y a eu un silence. Puis une voix de femme. Jeune et hésitante. Madame Dubois ? Catherine Dubois ? Oui. C'est moi. Qui est à l'appareil ? C'est Chloé. Le sol s'est de nouveau dérobé sous mes pieds. Chloé. La maîtresse. La cause de tout ce désastre.
Une vague de haine pure m'a submergée. Je ne crois pas que nous ayons quoi que ce soit à nous dire. Ai-je craché? Prête à raccrocher. S'il vous plaît. Sa voix était suppliante. Presque désespérée. Ne raccrochez pas. S'il vous plaît. J'ai besoin de vous parler. C'est important. C'est à propos d'Arthur. Sa détresse était si palpable qu'elle a piqué ma curiosité. Qu'est-ce qui pouvait bien la mettre dans un état pareil? Il y a des choses que vous devez savoir? A-t-elle ajouté. Sa voix se brisant en un sanglot étouffé. Contre toute attente. Contre tout bon sens. J'ai accepté de la rencontrer. Nous nous sommes donné rendez-vous le lendemain. Dans un petit café anonyme près de la gare de Perrache. Elle est arrivée vêtue simplement. Sans le maquillage impeccable ni les vêtements de marque que j'avais imaginés. Elle semblait plus jeune. Plus vulnérable que dans mes souvenirs. Ses yeux étaient bouffis. Comme si elle avait pleuré pendant des jours. Merci d'être venue. A-t-elle dit en s'asseyant en face de moi. Qu'est-ce que vous me voulez? Chloé? Ai-je demandé froidement. Elle a pris une profonde inspiration. Ses mains tremblant autour de sa tasse de café. Arthur m'a quitté. Je n'ai pas pu réprimer un petit sourire amer. Et je suis censée être triste pour vous? Non. A-t-elle dit en secouant la tête. Non. Bien sûr que non. Je voulais juste que vous sachiez. Que votre plan a fonctionné. Je l'ai regardé. Confuse. Mon plan? La lettre. La lettre où vous parliez du rejet du rein. Cette information était fausse. Chloé. Arthur est en parfaite santé. Je sais. A-t-elle répondu. Il me l'a dit après être allé chez le médecin. Mais le mal était fait. Qu'est-ce que vous voulez dire? Elle a fixé sa tasse. Comme si elle avait honte de me regarder. Quand Arthur a lu votre lettre. Ce vendredi soir-là. Il est arrivé chez moi en panique totale. Il pleurait. Il disait qu'il allait mourir. Qu'il aurait besoin d'une autre greffe. Il était terrifié. Et au milieu de cette crise, il m'a demandé en mariage. J'ai accusé le coup. Silencieuse. Il m'a dit qu'il voulait qu'on se marie tout de suite. Pour qu'on puisse être ensemble pour le peu de temps qu'il lui restait. Et qu'est-ce que vous avez dit? Ai-je demandé? Fascinée malgré moi par cette sordide histoire. Elle a enfin levé les yeux vers moi. Et ils étaient pleins de larmes. Je lui ai dit. Je lui ai dit que j'avais besoin de temps pour réfléchir. La vérité. A-t-elle avoué? Sa voix un murmure? C'est que j'ai eu peur. C'est une chose d'avoir une liaison avec un homme marié de 47 ans. Puissant et en pleine santé. C'en est une autre de s'engager avec quelqu'un qui pourrait mourir et qui aurait besoin de soins constants. Un sentiment étrange. Un mélange de dégoût et de satisfaction. M'a envahi. Quand il a découvert que vous vous étiez trompé. Que tout allait bien pour lui. Il est revenu me voir. A continué Chloé. Il était furieux. Pas contre vous. Contre moi. Il m'a traité d'opportuniste. De profiteuse. Il a crié que je ne l'avais jamais vraiment aimé. Que si je l'aimais. Je n'aurais pas hésité une seule seconde à l'épouser quand je le croyais mourant. Et il avait raison. Ai-je conclu? Ma voix neutre. Elle a hoché la tête. Les larmes coulant sur ses joues. Oui. Il avait raison. Je ne l'aimais pas. J'aimais son statut. L'argent. Les restaurants chers. Mais quand j'ai été confrontée à la maladie et à la mort, j'ai réalisé que je suis exactement le genre de personne qu'il a décrite. Votre lettre, même si elle était basée sur une erreur, a révélé qui nous étions vraiment.
Lui. Et moi. Elle s'est levée pour partir. Puis s'est arrêtée. Comme si elle hésitait à en dire plus. Il y a autre chose? A-t-elle dit finalement. Vous devriez le savoir. Arthur a de gros problèmes au travail. Apparemment. Il a emprunté de l'argent sur les comptes de certains clients pour financer nos sorties. Pas des sommes énormes, mais assez pour attirer l'attention de l'ordre des experts comptables. Il risque de perdre sa licence. Et là, tout a changé. Le brouillard de la défaite qui m'enveloppait s'est dissipé d'un coup. Le jeu venait de prendre un tournant inattendu. Arthur, le grand manipulateur, avait une faille. Une faille béante. Et sa jeune maîtresse et conduite venait de me la livrer sur un plateau d'argent. Après le départ de Chloé, je suis restée assise dans le café pendant un long moment. La tasse froide entre mes mains. Le bruit de la circulation. Les conversations des tables voisines. Tout me parvenait comme un écho lointain. Mon esprit tournait à plein régime, assemblant les pièces du puzzle qu'elle venait de m'offrir. Ma lettre. Mon erreur monumentale. Ma source d'humiliation. S'était transformée en un catalyseur inattendu. Elle n'avait pas détruit Arthur physiquement, comme je l'avais cru. Mais elle avait fait imploser la façade de sa nouvelle vie. Elle avait exposé la nature transactionnelle de sa relation avec Chloé, révélant qu'elle n'était pas basée sur l'amour, mais sur l'intérêt. La peur de la maladie avait agi comme un révélateur, montrant la lâcheté de l'un et l'opportunisme de l'autre. Et puis, il y avait cette dernière information, la plus cruciale. Les malversations financières. Arthur, l'expert comptable si fier de sa probité, l'homme qui me reprochait d'avoir volé notre propre argent, était lui-même un voleur. Il ne s'agissait plus d'une simple affaire de divorce. Il s'agissait d'un délit professionnel, d'un scandale potentiel qui pouvait anéantir sa carrière, sa réputation, tout ce qu'il avait construit. Le désespoir qui m'avait écrasé s'était mué en une énergie nouvelle, froide et déterminée. J'avais de nouveau une arme. Et cette fois, elle était bien réelle. Ce soir-là, j'ai appelé Maître Lambert. Madame Dubois, a-t-elle dit d'un ton qui suggérait qu'elle s'attendait à ma capitulation. J'espère que vous avez bien réfléchi à notre offre. J'y ai très bien réfléchi. Maître. Ai-je répondu? Ma voix calme et assurée. Et je la refuse. Il y a eu un silence surpris à l'autre bout du fil. Je crois vous avoir bien expliqué les conséquences d'un refus. Madame. Oh. Vous avez été parfaitement claire? Ai-je continué? Mais je pense que votre client a bien plus à perdre que moi dans une bataille juridique prolongée. Surtout si certaines de ses pratiques professionnelles, disons, peu orthodoxes, venaient à être exposées durant la procédure de découverte. Le silence s'est étiré. Plus lourd cette fois. De quoi parlez-vous? Je parle de détournement de fonds de clients. Je parle d'un expert comptable qui risque de perdre sa licence. Je parle d'un homme qui a beaucoup plus à cacher qu'une épouse blessée qui a commis une erreur sous le coup de l'émotion. Alors, voici ma contre-proposition. Maître. La moitié de tous les actifs matrimoniaux. L'appartement. Les comptes épargne. Les placements. Les parts du cabinet. La moitié de tout. Sans négociation. Sinon, nous irons au tribunal. Et je peux vous assurer que je demanderai à mon propre avocat de fouiller chaque transaction. Chaque compte. Chaque dossier client des 5 dernières années. Voyons voir ce que nous trouverons. J'ai raccroché sans attendre sa réponse. Pour la première fois depuis des semaines, je respirais librement. Le pouvoir avait changé de camp.
3 jours plus tard, mon téléphone a sonné. C'était Maître Lambert. Son ton n'était plus glacial, mais purement professionnel. Madame Dubois. Mon client accepte votre proposition. Les documents seront rédigés et vous seront envoyés pour signature. Il n'y a pas eu d'excuse de la part d'Arthur. Pas de reconnaissance de sa cruauté. Mais il n'y a pas eu non plus de menace. Juste un accord rapide et silencieux. Il savait qu'il était piégé. Une enquête publique sur ses finances aurait ruiné ce qui lui restait de carrière. Le divorce a été prononcé 2 mois plus tard. J'ai immédiatement mis l'appartement de Confluence en vente. Je ne pouvais plus vivre là-bas, entouré des fantômes de ma vie passée. Avec l'argent, j'ai acheté un appartement plus petit, mais charmant et lumineux, dans le quartier de la Croix-Rousse, à 2 pas de chez Hélène. J'ai placé le reste en sécurité pour ma retraite. 6 mois après notre divorce, la nouvelle est tombée, discrètement, dans les pages professionnelles. Arthur Dubois avait été radié de l'ordre des experts comptables. Il avait dû vendre son cabinet pour une bouchée de pain afin de rembourser les clients qu'il avait floués. Il a dû déclarer faillite personnelle. J'ai appris par une connaissance commune qu'il avait quitté Lyon et était parti vivre dans une petite ville du sud de la France. Loin des regards. Quant à Chloé, je l'ai croisée une seule fois. Quelques mois plus tard, dans un supermarché. Elle avait l'air plus âgée, plus fatiguée. Nos regards se sont croisés un bref instant au-dessus d'un étal de légumes. Il n'y avait ni haine ni sympathie. Juste la reconnaissance silencieuse de 2 femmes qui avaient appris une dure leçon sur les hommes et les illusions. Et moi? Quelque chose de curieux s'est produit dans les mois qui ont suivi le divorce. Ma fonction rénale, qui déclinait lentement selon mes analyses, a commencé à se stabiliser. Lors d'un de mes rendez-vous de suivi, le docteur Fournier a regardé mes résultats avec un sourire. C'est remarquable, Catherine. Vos marqueurs se sont nettement améliorés. Comment est-ce possible? Ai-je demandé. Il m'a regardé par-dessus ses lunettes. Le stress chronique a un impact profond sur le fonctionnement des organes. Maintenant que vous avez éliminé la source principale de stress de votre vie, votre corps est en train de guérir. L'ironie était saisissante. J'avais donné mon rein pour sauver Arthur, craignant que mon sacrifice ne mette en péril ma propre santé. Mais il s'est avéré que la chose qui me détruisait à petit feu, c'était le mariage lui-même. En le quittant, je m'étais sauvée de bien plus de manières que je ne l'aurais cru. J'ai utilisé une partie de l'argent de la vente de l'appartement pour faire quelque chose que je n'avais pas fait depuis plus de 20 ans. Je me suis inscrite à des cours du soir à l'école des beaux-arts. J'ai recommencé à peindre, à dessiner. Au début, mes mains étaient malhabiles. Mon inspiration fragile. Mais petit à petit, la passion est revenue, plus forte qu'avant. J'ai transformé une des pièces de mon nouvel appartement en un petit atelier. La lumière du matin y est magnifique. Aujourd'hui, 2 ans ont passé. Ma vie est plus simple, plus petite à certains égards, mais infiniment plus paisible. Je travaille toujours à la librairie. Pas par nécessité, mais par plaisir. J'aime l'odeur des livres neufs, les conversations tranquilles avec les clients. Hélène et moi sommes plus proches que jamais. Nous dînons ensemble plusieurs fois par semaine. Nous allons voir des expositions. Nous partons en week-end sur un coup de tête. Parfois, la nuit, quand une douleur fantôme me lance dans le flanc là où se trouve ma cicatrice, je pense à Arthur. Je me demande s'il regrette. Si, dans la solitude de sa nouvelle vie diminuée, il comprend vraiment l'ampleur de ce qu'il a perdu. Pas seulement une maison, une carrière ou une femme,
Mais une chance. La chance d'être aimé d'un amour inconditionnel? Un amour si puissant qu'il était prêt au sacrifice ultime. Mais la plupart du temps, je ne pense pas à lui du tout. Parce que j'ai enfin compris quelque chose de fondamental. J'ai compris que le plus grand cadeau que je lui ai fait, ce n'était pas mon rein. C'était ma liberté. Le jour où j'ai décidé de partir. Et ce cadeau-là, c'est un cadeau qu'il ne pourra jamais me rendre, me voler ou m'enlever. Car c'est un cadeau que je me suis fait. Avant tout, à moi-même. Mon atelier est ma pièce préférée dans mon nouvel appartement. Ce n'est pas grand. Juste une ancienne chambre de bonne avec un plancher qui grince et une grande lucarne qui donne sur les toits de la Croix-Rousse. Ça sent la térébenthine, la peinture à l'huile et la poussière de fusain. C'est l'odeur de ma vie qui recommence. Sur les murs sont accrochées mes toiles. Au début, je ne peignais que des formes abstraites, des explosions de couleurs sombres, comme si j'essayais d'expulser toute la rage et la douleur qui étaient en moi. Puis, lentement, la lumière a commencé à s'infiltrer. J'ai recommencé à peindre des paysages, la Saône au lever du soleil, les platanes du parc de la Tête d'Or, les rues animées de mon quartier. Je peins la vie. Dans toute sa beauté imparfaite. Parfois, des amis d'Hélène viennent voir mon travail. Ils sont surpris, flattés. L'un d'eux, propriétaire d'une petite galerie à Saint-Paul, m'a même proposé d'exposer quelques-unes de mes toiles. J'ai d'abord refusé, intimidé. L'idée de montrer cette partie si intime de moi au monde me terrifiait. Catherine, m'a dit Hélène ce soir-là. Arthur a passé 20 ans à te convaincre que tu n'étais rien sans lui. Que ta seule valeur était de le servir. Ne continue pas à croire à ces mensonges maintenant qu'il est parti. Elle avait raison. La semaine suivante, j'ai apporté 3 de mes toiles à la galerie. Elles ont été vendues en moins d'un mois. Ce n'était pas une question d'argent. C'était une validation. La reconnaissance que j'avais une valeur propre. Un talent qui n'appartenait qu'à moi. Qui avait survécu. Intact. À toutes ces années d'ombre. L'autre jour, assise à la terrasse d'un café, j'ai vu un couple qui m'a rappelé Arthur et moi. Il y a 10 ans. Lui, la quarantaine élégante, parlait avec assurance, consultant son téléphone entre chaque phrase. Elle, le même âge, l'écoutait avec une attention dévouée, hochant la tête, son sourire un peu trop figé. J'ai attendu de ressentir une pointe de douleur, de nostalgie, de jalousie peut-être. Mais rien n'est venu. À la place, j'ai ressenti une curieuse pitié. Pas pour lui. Pour la femme que j'avais été. Cette femme qui croyait que son bonheur dépendait entièrement de l'approbation de l'homme assis en face d'elle. J'ai eu envie de traverser la rue, de lui prendre la main et de lui murmurer, il y a autre chose. Il y a tellement plus. Mais je ne l'ai pas fait. C'est un chemin que chacune doit trouver par elle-même. En ce moment, je travaille sur ma plus grande toile à ce jour. C'est une vue de Lyon depuis ma fenêtre. Mais ce n'est pas la vue froide et distante que j'avais depuis notre appartement de Confluence. Une vue de carte postale, parfaite et sans âme. C'est une vue pleine de vie. De désordre. Il y a les antennes de télévision tordues. Le linge qui sèche au balcon. Un chat qui dort sur un toit de tuiles rouges. C'est une vue habitée. Chaleureuse. Réelle. Je me tiens devant le chevalet. Le pinceau à la main. Le soleil du matin inonde l'atelier. La lumière danse sur les pots de peinture et sur le parquet. Je porte un vieux jean taché et un t-shirt usé. Je n'ai jamais été aussi heureuse. Je passe une main sur mon flanc.
Là où la peau est tirée et blanche. La cicatrice est toujours là. C'est un rappel permanent de ce que j'ai donné. Mais sa signification a changé. Ce n'est plus le symbole de mon sacrifice pour lui. C'est le rappel de ma propre force. Le rappel que même après avoir donné une partie de moi, je suis restée entière. Plus entière, en fait, que je ne l'avais jamais été. Le pardon est une chose étrange. Je ne sais pas si j'ai pardonné à Arthur. Peut-être que je ne le ferai jamais. Mais ce n'est plus important. Je n'ai plus besoin de son repentir pour avancer. Sa punition? Ce n'est pas d'avoir perdu sa carrière ou son argent. C'est de devoir vivre le reste de sa vie en sachant qu'il a eu entre les mains un amour vrai et absolu. Et qu'il l'a détruit par pure vanité et égoïsme. C'est de devoir vivre avec lui-même. Moi. Je vis avec moi-même. Et pour la première fois, j'aime la compagnie. Je me retourne vers ma toile. Et j'ajoute une touche de jaune de Naples là où le soleil frappe une cheminée. Je souris. Finalement. Le don le plus précieux n'était pas le morceau de moi que je lui ai laissé. C'était la femme que j'ai enfin eu le courage de retrouver. Et cette femme, je ne la laisserai plus jamais partir.